Qui est ton grand? Voilà, grand, c'est bon. C'est un monsieur comme tout le monde qui n'aime pas trop se montrer. Alors, le prénom, c'est Michel, Michel, qui préfère la discrétion, qui n'aime pas trop les projecteurs, les caméras et tout ça. C'est vraiment pour votre papa, pour Emmanuel et pour son épouse Marie-Paul que je fais ça. Sinon, si c'était autrement, non, j'aurais décliné tout ça. J'aime pas trop. J'aime bien ma discrétion, mon petit truc, mon petit train quotidien. J'aime pas trop me montrer. J'ai travaillé à la banque essentiellement. Je suis un financier, ce que les gens appellent un économiste financier. J'ai fait toute ma carrière, la carrière traditionnelle, je l'ai faite dans la banque. Et une fois à la retraite, je me suis lancé en freelance comme consultant. Mon dada, c'était la formation. Je faisais ça déjà quand j'étais en activité. Donc, je faisais la formation dans les métiers bancaires. Je suis un père de famille. J'ai élevé 3 enfants avec mon épouse. Ça fait 50 ans que nous sommes mariés. Quand vous avez connu papa? En fait, je l'ai connu lors des rencontres dans des réunions comme je travaille donc à la banque. Il m'arrivait donc de représenter mon établissement dans des réunions. C'est comme ça que je l'ai vu. Et à l'époque, moi, je l'appelais Monsieur Guididi. Il ne bronchait pas, il me regardait quand je disais Monsieur Guididi. Il n'avait pas de réaction particulière. Et puis, un jour, on s'est retrouvés à la sortie de la messe du soir. Donc, à la sortie, bon, je l'ai vu et je lui ai dit bonsoir, Monsieur Guididi. Il me regarde. Lui, il m'appelle Monsieur Guididi alors qu'on est cousins. Il dit, ah bon, on est cousins, expliquez-moi. Donc, c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Donc, il m'a fait, j'ai son écrit, je lui ai demandé, parce que comme j'avais peur de ne pas tout retenir, on a bavardé très longuement. Même les femmes, à un moment donné, s'impatientaient un peu parce qu'il y avait son épouse, sa belle-sœur, qui était là, la femme de Hyacinthe Aguar. Et il me parlait, il m'expliquait la famille et tout ça là. Et on est resté longtemps à bavarder. Et à un moment donné, les femmes disent, bon, les nouveaux cousins là, il ne faut pas oublier qu'on est là quand même. Donc j'ai dit, ça, il faut que je garde le contact mieux que ça. Et donc il m'a fait un topo familial. Je ne peux pas répéter ça de mémoire comme ça là, mais je l'ai ce topo écrit de sa main. Donc il m'a fait comment on appelait parce que bon, moi je sais que mes origines sont de Savalou. Mon père me l'a dit. Et lui m'a montré les connexions entre ma grand-mère et ses parents à lui et tout ça là. Voilà, donc j'ai su donc qu'on était parents. Il avait une bonne connaissance, un réseau de connexion familiale. Voilà, voilà. Très attaché aux valeurs effectivement familiales. Voilà, donc et lui il était beaucoup plus disons, implanté dans Savalou que moi. Nous, bon, on allait, c'est pendant les vacances, notre papa nous amenait à Savalou, on voyait les cousins et tout ça là, on se racontait des histoires et tout, et puis bon, et puis on repartait. Moi, j'ai pas tellement vécu à Savalou. C'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment imprégné de Savalou et qui me racontait mes origines. Voilà. Donc c'est ça surtout qui m'a intéressé parce qu'avec lui, je retrouvais un peu mes origines que je ne connaissais pas si bien que ça. Et donc c'est ça qui a fait la connexion entre lui et moi. Et après, vous avez eu d'autres occasions de c'est quelqu'un de très disponible, votre papa. Très disponible et généreux et aidant. J'ai eu une importante difficulté dans laquelle je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai eu une importante difficulté avec les cousins à Savalou. Et si j'ai pu m'en dépêtrer et sortir de là vraiment avec panache, je le dois à Emmanuel Guididi, qui s'est montré d'une disponibilité totale et d'une grande générosité envers moi. Il a pris l'affaire en main et il a négocié ça en lieu et place jusqu'à l'aboutissement total et heureux du problème. Voilà. Donc vraiment, même les parents, quelqu'un qui est
parents, on ne rencontre pas toujours autant de disponibilité. Même moi-même qui suis en train de vous parler, je ne sais pas si un cousin était venu me voir comme ça, avec ce problème, et que j'avais les atouts que lui, il avait, je ne sais pas si je me serais libéré autant que lui s'est libéré pour moi. Même moi, je ne suis pas sûr d'être capable de la disponibilité dont lui, il a été capable pour moi. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, d'une très, très grande générosité. Et en dehors de ça, vous avez eu d'autres occasions de travailler avec lui? Vous étiez tous formateurs, vous avez fait des missions professionnelles ensemble? C'était un projet, il m'en avait parlé, et puis malheureusement, la maladie est arrivée entre-temps. On s'est croisés une fois à Roissy, ça m'a fait très mal. Je garde un souvenir douloureux. Donc moi, j'étais en train de repartir, je réside du côté de Bordeaux là-bas, donc j'étais en train de repartir là-bas, et lui devait s'arrêter à Paris. Soit il s'arrêtait à Paris, soit il revenait à Cotonou, je ne me souviens plus très bien. Et le hasard a fait que dans les couloirs du transit, nous nous sommes rencontrés. Donc il était dans un fauteuil et Marie-Paul était en train de pousser le fauteuil avec les assistants. Et je l'ai vu. Ça m'a fait un choc. L'état dans lequel je l'ai vu, je me suis dit, mon frère là, il est vraiment malade. Parce qu'il m'avait parlé de ses petits soucis de santé. Chaque fois qu'il venait se faire soigner à Paris, on se téléphonait, je prenais de ses nouvelles, on bavardait. Mais je n'avais pas, au cours de ces conversations téléphoniques, je n'avais pas mesuré la gravité de ce qu'il était en train d'endurer, quoi. C'est quand je l'ai vu de mes yeux, l'état dans lequel je l'ai vu, je me souviens toujours de ça. Ça m'a fait un choc et son image, toujours là. Je l'ai embrassé. Quand je l'ai embrassé. Et pour justement nous, ces enfants, qu'est-ce que le père que vous êtes comme lui, qu'est-ce que vous pensez que nous, les enfants, devraient retenir de lui, de quoi on devrait s'inspirer en lui? C'est cette gentillesse-là, cette disponibilité. Que je dis moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir cette disponibilité-là, même envers un parent. Je ne dis même pas envers un ami. Je ne suis pas certain que si j'avais été dans son cas à lui, je ne suis pas certain que j'aurais déployé la disponibilité qu'il a déployée en ma faveur, même pour un parent. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable d'aller jusqu'où là où lui il est allé. J'aurais peut-être aidé un peu à apporter une petite contribution en disant bon, pour le reste, démerde-toi, débrouille-toi. Mais ce que lui il a fait là, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Et donc c'est ça que je considère comme étant un modèle. Parce que quand les gens viennent vous demander service, en général, ils dérangent un peu parce qu'ils viennent interférer sur ce que vous êtes en train de faire, sur vos propres préoccupations. Vous êtes axé sur autre chose et quelqu'un vient se greffer dessus et vous demande de vous sortir de ce que vous êtes en train de régler pour votre propre compte et de venir régler pour lui. Donc quand on vous demande service, c'est ça. En général, dans le pire des cas, on a tendance à se sauver, à esquiver, à renvoyer. Dans le meilleur des cas, quand on estime que celui-là on ne peut pas esquiver, il faut quand même faire quelque chose. Bon, on fait ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse pas vous critiquer et puis le reste, on dit bon, moi j'ai dit bon, le reste, prends ça en charge toi-même et tout ça là, vas-y, toi. Et puis bon, voilà, je te donne des conseils, fais comme ceci, fais comme cela, et puis bon, et on le laisse faire le reste. Quand il m'a dit fais comme ceci, fais comme cela, il m'a accompagné. Dans le fait comme ceci, dans le fait comme cela, là, il m'a accompagné. Et il est allé même sur le terrain à ma place. Je considère ça comme, si vous êtes en train de me demander de quoi on peut s'inspirer, voilà, aller jusqu'à faire ça à sa place, vraiment chapeau. Quand j'en parle, je ne sais pas si vous en apercevez, j'en ai encore un peu les larmes aux yeux. Vous avez d'autres choses que vous vouliez partager avec notre sujet? Il est parti trop tôt. J'aurais aimé profiter encore un peu plus de lui. Voilà. Qu'il me raconte un peu plus l'histoire de la famille, parce que c'est avec lui que j'avais des informations. Et je garde précieusement ce qu'il m'a écrit, parce que je lui ai demandé, quand il me disait, je disais, bon, j'essaye de retenir, mais je ne suis pas sûr de tout retenir. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Il m'a écrit ça.
et je l'ai, je le garde. Si vous voulez que je vous transmette quelque chose, c'est cette disponibilité-là. Quand on vient vous demander service et qu'on a envie de dire « Oh, celui-là, il m'enquiquine », il faut vous souvenir de M. Guibibi. Vous qui avez connu ce pays qui est particulier, qui le voyez aujourd'hui, qui l'avez vu évoluer, quels sont les conseils que vous avez donnés aux jeunes comme nous pour non seulement nous en sortir dans ce pays, mais continuer l'œuvre que vous avez passé votre vie à essayer d'y accomplir. Et je sais que beaucoup d'entre vous avez l'impression que le pays est tel que vous n'avez pas toujours vu les fruits pour lesquels vous vous êtes battus. Vous avez l'impression que les fruits n'ont pas été à la hauteur de vos sacrifices. Pour la postérité en général, qu'est-ce que votre génération et vous en particulier pourriez laisser comme héritage en termes de testament moral, de recommandations, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous rêvez de voir les jeunes d'aujourd'hui faire dans notre pays? Malgré ma qualité de formateur, je n'aime pas être donneur de leçons. Mais si je veux apporter un message d'espérance, parce que c'est ça qu'il faut, il ne faut pas tomber dans une vision négative des choses. Quel que soit le caractère difficile de la situation, il faut être porteur d'espérance. Il faut être porteur de bénédiction. Il faut être porteur de bénédiction. Il ne faut pas prédire des malheurs, des trucs comme ça. Là, il faut être porteur de bénédiction. Et donc, moi, je vais dire que même si ce qu'on fait semble ne pas être rémunéré à la hauteur des efforts qu'on a déployés, mais on a fait bouger les lignes. Les choses ne seraient pas ce qu'elles sont si on était resté à ne rien faire. Donc, si on ne fait rien du tout, ça aurait été certainement pire. Donc, il faut continuer de faire. Parce que, comme on dit, ça peut paraître un peu trivial, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et si on ne fait rien, le nid ne sera même pas fait. Même si on voit que c'est à compte-gouttes que le nid est en train de se tresser. Si l'oiseau était resté perché sur un arbre et n'allait pas chercher les brindilles pour faire le nid, il faut continuer à toujours taper et l'édifice pierre à pierre va se construire. Il faut garder l'honnêteté, ça c'est essentiel parce que souvent j'entends dire les autres, bon moi je suis le seul à ne pas faire, tous les autres ils font, donc finalement moi aussi j'ai fait. Non, c'est pas parce que les autres font mal que ça légitime de faire mal. C'est pas parce qu'il y a 36 000 personnes qui font mal que le mal qu'ils ont fait, parce qu'ils sont 36 000, devient bien. Ça ne légitime pas. Même s'il y a 1 million de personnes qui font mal les choses, ça ne légitime pas le mal qu'ils ont fait. Donc toi, il faut continuer de faire le bien, de faire ce qui est bien de faire. Et ton petit bien là, tous les jours, ça finira par donner quelque chose.